Min, ignorant le tumulte, reprit place au siège 3B. Il posa son livre sur ses genoux, ouvrit. Les fleurs du mal, mais ses yeux ne lisaient pas. Il écoutait. Il sentait le changement dans l'air, la fracture dans l'ordre établi. Karen, humiliée, se tenait immobile près de l'allée, ne sachant que faire. Sophie, encore tremblante de colère, lui tourna le dos, refusant de croiser son regard. À l'extérieur, la vidéo de Madame Clara atteignait désormais 50 000 vues. Les hashtags #Justice pour Man et siège 3B grimpaient dans les tendances mondiales. Un journaliste des droits humains partagea le clip avec une légende cinglante. Le silence des passagers est plus assourdissant que la gifle. Minh Tran n'a pas eu besoin de crier pour faire tomber un système. Sur TikTok, des jeunes reprenaient les mots de Min. « Vous m'avez jugé pour mon visage, pour mon accent », les transformant en citations virales sur fond de musique dramatique. Chaque partage, chaque commentaire était une étincelle dans un brasier grandissant, mais la tempête ne faisait que commencer. Dans la cabine, un nouvel incident vint attiser la rage collective. Liam, l'adolescent moqueur, posta un commentaire sous la vidéo virale. « Ce gosse cherche juste l'attention. Il devrait être content d'être en classe éco. » Emma, sa sœur, vit le message sur son téléphone et blêmit. « Tu es sérieux, Liam ?» s'écria-t-elle, attirant l'attention des passagers voisins. « Tu n'as rien appris de ce qui vient de se passer? Ce garçon a été humilié, et toi, tu oses écrire ça? » Liam haussa les épaules, mais son assurance vacilla face au regard furieux de sa sœur. Emma arracha son téléphone et tapa une réponse sous le même poste. « Mon frère a tort. Minh Tran est un exemple de courage. Honte à ceux qui rient de l'injustice. » Ce geste, bien que petit, déclencha une vague de réactions en ligne, des milliers d'internautes saluant Emma et condamnant Liam. L'adolescent, rouge de honte, baissa la tête, murmurant un « désolé » à peine audible. Dans le cockpit, le commandant Leclerc reçut un second appel de Carter. « Le passager 3B est-il de retour à son siège? Les excuses ont-elles été faites publiquement? » demanda le PDG. Leclerc confirma d'une voix tendue. « Oui, monsieur, Minh Tran est à sa place. Karen Reynolds a présenté des excuses, si on peut appeler ça ainsi. » Carter plissa les yeux. « Si on peut appeler ça ainsi ?» répéta-t-il, son ton glacial. « Dites à Mme Reynolds qu'elle se présente à l'arrivée. Des représentants des ressources humaines et des médias l'attendront. » Leclerc hocha la tête, un poids moral pesant sur ses épaules. Il n'avait jamais vu un vol aussi chargé de tension, un incident aussi révélateur des failles humaines. Karen, désormais reléguée à la cuisine de bord, sentit son monde s'effondrer. Elle serra le bord du comptoir, ses ongles s'enfonçant dans le métal. Elle avait toujours cru que son intuition, son sixième sens, la protégeait. Elle avait déplacé des passagers, imposé ses règles, et jamais personne n'avait osé la contredire. Mais aujourd'hui, elle avait visé la mauvaise cible. Min n'était pas un adolescent anonyme. Il était le fils de Linh Tran, une femme dont le nom faisait trembler les conseils d'administration. Et pire encore, il était un symbole, une vérité incarnée que Karen ne pouvait plus ignorer. Elle repensa à son murmure moqueur. « Tu crois que ça change quelque chose, gamin? » Et réalisa qu'il avait tout changé. Chaque passager qui la regardait désormais le faisait avec un mélange de mépris et de pitié. Même M. Dupont, son allié d'un instant, évitait son regard, conscient que son propre comportement était désormais sous scrutiny. À l'extérieur, la tempête médiatique s'intensifiait. Les bureaux de la compagnie à Paris étaient en ébullition. Une réunion d'urgence fut convoquée, les cadres scrutant des graphiques montrant une chute vertigineuse de l'image de marque. Mention de la compagnie. Puis 800%. Sentiment négatif. 85%. Le directeur de la communication, un homme aux tempes grisonnantes, tapa du poing sur la table. Ce n'est pas juste une crise, c'est un symbole. Les gens ne parlent pas seulement de Minh Tran, ils parlent de toutes les fois où ils ont été jugés, exclus, ignorés. Une assistante fit défiler les commentaires en ligne. Cette hôtesse est le visage du racisme systémique. Pourquoi personne n'a rien dit? Minh Tran mérite mieux. Chaque mot était un coup de poignard dans la réputation de la compagnie. Dans la cabine, Min restait silencieux, son livre ouvert mais ses yeux ailleurs. Il sentait les regards posés sur lui, non plus hostiles, mais chargés d'une curiosité nouvelle. Une femme âgée, assise à quelques rangs, lui adressa un léger hochement de tête.
comme pour dire « Je vois ce que tu as fait ». Un homme en costume qui avait ri avec Dupont baissa les yeux, ses doigts tripotant nerveusement son alliance. Min n'avait pas besoin de leurs excuses. Il voulait qu'ils voient, qu'ils comprennent ce que leur silence avait permis. Sophie s'approcha de son siège, un verre d'eau à la main. « Voulez-vous autre chose, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais empreinte de respect. Min secoua la tête. « Juste. Merci d'avoir parlé, » dit-il, ces mots simples mais lourds de sens. Sophie rougit, touchée par la reconnaissance d'un garçon qui, en un instant, avait renversé l'ordre établi. Mais un nouvel outrage vint attiser la colère collective. Monsieur Dupont, refusant d'admettre sa faute, murmura à son voisin « Tout ça, c'est du cinéma. Ce gosse et sa mère veulent juste faire un scandale. » Ces mots, entendus par Sophie, furent la goutte de trop. Elle se retourna, son plateau tremblant dans ses mains. « Vous !» cria-t-elle, pointant Dupont du doigt. « Vous avez ri quand il a été giflé. Vous l'avez traité comme un moins que rien. Et maintenant, vous osez parler de scandale? La honte, c'est vous !» La cabine explosa en murmures, certains passagers applaudissant Sophie, d'autres hochant la tête avec ferveur. Emma, depuis la classe économique, cria « Bravo, dites-lui, mademoiselle !» Même Madame Clara, d'ordinaire discrète, tapa du poing sur son accoudoir. « Assez de ces horreurs !» lança-t-elle, sa voix chevrotante mais puissante. Dupont, rouge de honte, bafouilla une excuse inaudible, mais le mal était fait. Il était désormais un paria, tout comme Karen. Dans le cockpit, Leclerc reçut un message final de Carter. Vol autorisé à décoller, mais à l'arrivée, Mademoiselle Reynolds sera relevée de ses fonctions. Il passa l'information à l'équipage, sa voix froide. Karen, dans la cuisine, sentit ses jambes vaciller. Elle comprit que son insulte, sa gifle, son murmure moqueur avait scellé son destin. Elle n'était plus l'hôtesse en chef, mais une femme sur le point de perdre tout ce qu'elle avait construit. À l'extérieur, la vidéo atteignait désormais 100 000 vues. Les chaînes d'information commençaient à diffuser l'histoire. Scandale à bord du vol 789. Une hôtesse raciste humilie un adolescent. Les hashtags #HackJustice pour Min et #Siège3B dominaient les réseaux sociaux. Et au cœur de cette tempête, Minh Tran, assise en 3B, regardait par le hublot, son calme contrastant avec le chaos qu'il avait déclenché. Il ne savait pas encore que son nom était devenu un cri de ralliement, un appel à briser le silence. Mais il le sentait, le monde changeait, et il en était le catalyseur. La cabine du vol 789, désormais en vol après un décollage retardé par un scandale qui secouait déjà le monde, vibrait d'une énergie nouvelle, à la fois électrique et pesante. Minh Tran, revenu à son siège 3B en première classe, n'était plus le garçon discret qui avait embarqué avec un recueil de Baudelaire. Il était devenu une figure, un symbole vivant de résistance face à l'injustice, son calme implacable contrastant avec la tempête qu'il avait déclenchée. La gifle de Karen Reynolds, ses insultes racistes, le rire odieux de M. Dupont et surtout le silence coupable des passagers avaient allumé un brasier qui ne s'éteindrait pas. À l'arrière, Karen, reléguée à la cuisine de bord, sentait son monde s'effondrer, son badge d'hôtesse en chef désormais aussi lourd qu'une condamnation. La vidéo de Madame Clara, capturant l'humiliation de Min, atteignait des millions de vues. Les hashtags #Justice pour Min et /Siège3B devenant des cris de ralliement mondiaux. Mais ce qui rendait cette histoire insoutenable, ce qui faisait bouillir le sang, était une révélation choquante. Karen n'était pas une exception, mais le produit d'un système qui fermait les yeux sur des décennies d'incidents similaires. Alors que Min fixait les nuages à travers le hublot, son regard portait une vérité plus grande que lui, une vérité qui forçait chaque passager, chaque spectateur, à se regarder dans le miroir de leur propre silence. Cette injustice ne peut plus durer. Et vous, resterez-vous muet face à un tel outrage? Dans la cabine de première classe, Min, assis droit, son livre ouvert mais non lu, semblait absorber l'atmosphère transformée autour de lui. Les passagers, autrefois indifférents, le regardaient désormais avec un mélange de respect, de honte et d'admiration. Une femme d'âge mûr, Madame Lefebvre, qui avait détourné les yeux lorsque Karen avait giflé Min, posa doucement son magazine, ses doigts tremblants. Elle murmura à son voisin, un homme en costume bleu. « J'ai vu, et je n'ai rien dit. Comment ai-je pu? »
L'homme, mal à l'aise, ajusta sa cravate et marmonna. Nous avons tous cru que quelqu'un d'autre parlerait. Ce constat, amer, flottait dans la cabine comme une accusation collective. À quelques rangs, Sophie, la jeune hôtesse qui avait défié Karen, marchait dans l'allée avec une assurance nouvelle. Elle n'était plus une simple subalterne. Elle incarnait une révolte naissante, ses yeux brillant d'une détermination farouche. Dans la classe économique, Emma, la sœur de Liam, fixait son frère, qui baissait la tête, rongé par la honte de son commentaire en ligne moquant Min. « Tu vas t'excuser, Liam, » dit-elle, sa voix ferme. « Pas seulement à moi, mais à lui. » Liam, les joues rouges, murmura un « d'accord », à peine audible, mais ses yeux trahissaient un trouble profond, celui d'un adolescent confronté à sa propre lâcheté. À l'arrière, Karen Reynolds, adossée au mur de la cuisine, serrait un plateau vide, ses ongles s'enfonçant dans le plastique. Son uniforme, autrefois symbole de son autorité, semblait désormais la ridiculiser. Elle venait de recevoir un message sur son téléphone professionnel. « À l'arrivée, présentez-vous au terminal. Ressources humaines et médias vous attendent. » Ces mots, froids et définitifs, résonnaient comme une sentence. Mais ce qui la brisait davantage était une vérité qu'elle refusait d'admettre. Elle n'était pas seule coupable. Une enquête interne déclenchée par Lynn Tran avait révélé que Karen avait un historique de comportement discriminatoire, des plaintes ignorées, des passagers déplacés sans raison, des remarques racistes balayées sous le tapis par une compagnie plus soucieuse de son image que de justice. Cette découverte, relayée par un journaliste sur Twitter, fit l'effet d'une bombe. Karen Reynolds n'est pas un cas isolé. La compagnie savait et n'a rien fait. Justice pour Min. Le post, partagé des milliers de fois, attisa une rage collective, les internautes dénonçant un système corrompu qui protégeait les puissants au détriment des victimes. Dans le cockpit, le commandant Pierre Leclerc, les yeux fixés sur l'horizon, sentait un poids moral qu'il n'avait jamais connu en 30 ans de carrière. Il venait de recevoir une mise à jour de James Carter, le PDG. Karen Reynolds est suspendue avec effet immédiat. Une équipe l'escortera à l'arrivée. Leclerc soupira, non pas de fatigue, mais de dégoût. Il avait toujours cru que son rôle se limitait à piloter, mais aujourd'hui, il comprenait que son silence face à des injustices passées l'avait rendu complice. Il murmura à son copilote, « Ce garçon, il a fait ce que nous aurions tous dû faire depuis longtemps. » Le copilote, un jeune homme aux traits tendus, hocha la tête, son regard fixé sur l'écran où le siège 3B restait allumé, comme un phare dans la tempête. Mais un nouvel outrage vint raviver la colère des passagers et des spectateurs en ligne. Monsieur Dupont, l'homme d'affaires qui avait ri et encouragé Karen, fut identifié sur les réseaux sociaux comme un cadre subalterne d'une entreprise partenaire de la compagnie aérienne. Un internaute posta. Cet homme, Paul Dupont, est directeur régional chez Tech Alliance. Il a ri quand Min Tran a été giflé. Honte à lui. La révélation déclencha une vague de commentaires furieux. Viré, immédiatement. Il représente sa boîte. Et c'est ça qu'il montre? Tech Alliance, sous pression, publia un communiqué. Nous enquêtons sur le comportement de M. Dupont et prendrons des mesures appropriées. Mais pour les internautes, ce n'était pas assez. Ils exigèrent des sanctions immédiates et la pétition en ligne pour son licenciement atteignit 10 000 signatures en 1 heure. À bord, Dupont, inconscient de la tempête qui s'abattait sur lui, continuait de marmonner des excuses vaseuses à son voisin. « Je ne voulais pas offenser, vous savez, c'était juste une blague. » Mais son voisin, un homme d'âge mûr, le coupa sèchement. « Une blague? Vous avez ri quand un enfant a été humilié. Assumez vos actes, monsieur. » Ces mots, prononcés avec une colère contenue, firent taire Dupont, qui s'enfonça dans son siège, son arrogance réduite en miettes. Dans la cabine, Min restait impassible, mais son esprit bouillonnait. Il repensait à chaque regard détourné, à chaque silence qui avait permis à Karen d'agir. Il repensait aussi à sa mère, Lynn Tran, qui lui avait appris que la véritable force ne réside pas dans les cris, mais dans la vérité. Il ignorait que Lynn, depuis son bureau parisien, venait de donner un ordre sans appel, une révision complète des pratiques de la compagnie, avec un audit public sur les discriminations systémiques. Ce n'est pas seulement pour Min, avait-elle déclaré à son équipe juridique, sa voix tremblante de rage contenue.
C'est pour chaque passager qui a été jugé indigne à cause de sa peau, de son accent, de ses vêtements. Cette décision, relayée par un communiqué de presse, fut saluée par les médias, mais aussi par des millions d'internautes qui voyaient en ligne une figure de justice, une femme qui transformait sa douleur personnelle en un combat universel. À bord, Sophie s'approcha de Min, un plateau à la main. « Voulez-vous quelque chose, monsieur Tran ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une admiration sincère. Min la regarda, un léger sourire éclairant son visage. « Juste, continuez à parler, Sophie, ne laissez personne vous faire taire. » Ces mots, simples mais puissants, firent monter les larmes aux yeux de la jeune hôtesse. Elle hocha la tête, détermine, évapora. « Je le ferai, Min. Merci. » Sophie retourna à son poste, le cœur battant, déterminée à honorer la promesse implicite qu'elle venait de faire. À quelques rangs, Madame Clara, la vieille dame qui avait filmé l'incident, rangea son téléphone, un sourire satisfait aux lèvres. Elle venait de recevoir un message de son ami journaliste. « Ta vidéo a changé la donne. Min Tran est un héros. » Clara murmura pour elle-même. « Et nous devons être meilleurs. » Elle se promit de ne plus jamais détourner le regard face à une injustice, un vœu qu'elle savait partager par d'autres passagers. Mais la colère atteignit un nouveau sommet lorsque des détails supplémentaires émergèrent sur les réseaux sociaux. Un ancien employé de la compagnie révéla que Karen avait été signalée pour des comportements similaires à plusieurs reprises, mais que ses supérieurs avaient étouffé les plaintes pour préserver la réputation de l'entreprise. Cette information, partagée par un compte anonyme, fut reprise par des médias internationaux. Scandale aérien. Une hôtesse raciste protégée par la compagnie. Les commentaires en ligne explosaient de rage. C'est systémique. Combien d'autres Min Tran ont souffert en silence? Cette compagnie doit rendre des comptes. La pression sur la compagnie devint insoutenable, forçant James Carter à annoncer une conférence de presse à l'arrivée du vol, promettant une transparence totale et des réformes immédiates. Dans la classe économique, Emma continuait de pousser Liam à assumer ses actes. « Va lui parler », insista-t-elle, pointant du doigt le siège 3B. Liam, hésitant, se leva enfin, ses jambes tremblantes. Il s'approcha de Min qui leva les yeux de son livre. « Je suis désolé », balbutia Liam, sa voix brisée. « Ce que j'ai écrit en ligne, c'était stupide. Vous ne méritiez pas ça. » Min le regarda, son expression neutre mais attentive. « Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses, » dit-il calmement. « C'est à tous ceux qui se sentent visés par des mots comme les tiens. Change ça. » Liam hocha la tête, les larmes aux yeux, et retourna à son siège, où Emma l'enlaça, fière de son frère malgré tout. À l'approche de l'atterrissage, la cabine se tut, mais ce silence n'était plus celui de l'indifférence. C'était un silence de réflexion, de prise de conscience. Les passagers, marqués par ce qu'ils avaient vu, savaient qu'ils emportaient avec eux une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Lorsque l'avion toucha le sol, un léger soubresaut secoua la cabine, mais personne ne se précipita pour attraper ses bagages. Ils restèrent assis, comme s'ils attendaient un moment plus sacré que l'arrivée. Le signal des ceintures retentit, mais Min ne bougea pas. Il regarda par le hublot, les lumières de la piste scintillant dans la nuit. Il savait que ce qui l'attendait dehors, journalistes, caméras, excuses tardives, ne serait qu'un début. Lorsque la porte de l'avion s'ouvrit, 3 silhouettes en uniforme sombre entrèrent. À leur tête, une femme d'une 50aine d'années, tenant un dossier marqué « Protocole de licenciement ». Elle s'arrêta devant Karen, restée à l'arrière. « Mademoiselle Reynolds, veuillez nous suivre », dit-elle, sa voix dénuée d'émotion. Karen, les mains tremblantes, ramassa son sac, ses yeux fixant le sol. Elle passa devant la première classe, évitant le regard de Min, qui n'avait pas besoin de la regarder pour savoir qu'elle comprenait enfin. Chaque pas qu'elle faisait vers la sortie était un aveu de défaite, son uniforme ne représentant plus l'autorité, mais la chute. Min fut le dernier à se lever. Un représentant de la compagnie, un homme aux cheveux grisonnants, s'approcha de lui. « Monsieur Tran, au nom de la compagnie, nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Une enquête indépendante sera menée, et nous réformerons nos pratiques. Cela ne se reproduira plus. » Min le fixa, son regard exigeant plus qu'une promesse. «
Je ne veux pas d'excuses, dit-il, sa voix claire et posée. Je veux que vous compreniez ce que ça fait d'être jugé indigne à cause de son apparence. Je veux que personne ne soit envoyé à l'arrière juste parce qu'il ne ressemble pas à votre idée d'un passager de première classe. Et je veux que les passagers cessent de se taire, car le silence n'est pas innocent, il est complice. Ces mots, prononcés avec une dignité tranquille, firent frissonner l'homme. Les quelques passagers restés à bord hochèrent la tête, certains murmurant leur accord. Sophie, depuis l'allée, essuya une larme, fière d'avoir été témoin de ce moment. Madame Lefebvre, la femme au magazine, se leva et dit doucement « Je ne me tairai plus, je l'ai vu et je parlerai. » Un autre passager, l'homme qui avait ri avec Dupont, ajouta « Moi aussi, j'ai eu tort. » Min hocha la tête, non pas en signe d'acceptation, mais pour marquer qu'il avait entendu. Il se leva, son sac sur l'épaule, et marcha vers la sortie, chaque pas résonnant comme une affirmation de sa place dans le monde. À l'extérieur, les caméras attendaient, mais Min ne leur accorda pas un regard. Il ne sourit pas, ne salua pas. Il avança, droit, comme un garçon qui venait de redessiner la carte morale d'un système. Une journaliste s'approcha, micro en main. « Min, si vous aviez un message pour le monde, quel serait-il » Il s'arrêta, fixa la caméra, son regard perçant. « Ne vous taisez pas. Chaque jour, des milliers de personnes sont jugées sur leur peau, leurs vêtements, leur accent. Ne laissez pas le silence leur dire qu'ils n'ont pas de valeur. Parlez, agissez, maintenant. » Ces mots, simples mais puissants, firent taire la foule. En 20 minutes, ils étaient partagés sur tous les réseaux sociaux. Les hashtags #Justice pour Min et siège 3B devenant des symboles d'un mouvement mondial. Dans le terminal, Lintron attendait son fils, vêtu d'un tailleur noir, son visage impassible mais ses yeux brillants de fierté. Elle ne l'enlaça pas, ne courut pas vers lui. Elle lui tendit la main et Min la serra, un geste de respect mutuel. « Tu as parlé, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Et le monde écoute. » Min hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Il ne savait pas encore que son discours serait diffusé en direct, atteignant des millions de téléspectateurs. Il ne savait pas que des manifestations spontanées éclataient dans plusieurs villes, des pancartes portant son nom et ses mots. Mais il sentait, au fond de lui, que ce n'était qu'un début. Dans un coin du terminal, Karen, désormais sans uniforme, était assise seule, un dossier de licenciement sur les genoux. Sur l'écran de télévision face à elle, le discours de Min passait en boucle. Ne laissez pas le silence leur dire qu'ils n'ont pas de valeur. Elle ne détourna pas les yeux. Pour la première fois, elle écouta, et la vérité la frappa comme une vague. À bord du vol 789, les sièges étaient désormais vides, mais chaque place portait une question. Combien de silence faudra-t-il briser pour que justice soit rendue? Et dans le cœur des passagers, de Sophie à Madame Clara, d'Emma à Liam, une promesse prenait forme. Plus jamais il ne détournerait le regard. L'histoire de Min Tran, ce jeune adolescent asiatique de 16 ans humilié à bord du vol 749, est bien plus qu'un simple incident aérien. C'est un miroir tendu à notre société, un appel vibrant à l'introspection et à l'action. En tant que Français, nous chérissons les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais cette histoire nous confronte à une réalité brutale. Ces idéaux, si profondément ancrés dans notre culture, sont souvent trahis par le silence face à l'injustice. À travers le courage de Min, la chute de Karen Reynolds et la transformation des passagers, cette saga nous enseigne des leçons essentielles que nous pouvons et devons appliquer dans nos vies quotidiennes. D'abord, l'histoire de Min nous rappelle la puissance de la dignité face à l'adversité. Malgré la gifle, les insultes racistes et l'humiliation publique, Min n'a pas cédé à la colère ni à la violence. Sa réponse, calme et mesurée, a renversé le pouvoir de Karen, non par la force mais par la vérité. En France, où l'art de l'éloquence et de la retenue est valorisé, Min incarne une forme de résilience élégante. Cette leçon s'applique à nous tous. Face aux provocations ou aux injustices, répondre avec sang-froid et clarté peut être plus puissant qu'un éclat de colère. Que ce soit dans une dispute au travail, une altercation dans les transports ou une discussion familiale tendue, nous pouvons choisir de défendre notre vérité sans perdre notre dignité. Ensuite, le silence des passagers,
complices par leur inaction, est une accusation cinglante contre notre tendance à l'indifférence. Dans la culture française, où l'engagement social et les débats passionnés sont des piliers, ce silence est choquant. Il nous rappelle que l'égalité ne se défend pas seule, elle exige que nous prenions la parole, même lorsque c'est inconfortable. Sophie, l'hôtesse junior, et Emma, la sœur de Liam, montrent que chacun, quel que soit son statut, peut faire la différence en brisant le silence. Dans nos vies, cela signifie intervenir lorsque nous voyons une injustice. Un collègue discriminé, un étranger maltraité dans la rue, ou un enfant moqué à l'école. Nous ne pouvons plus nous cacher derrière l'excuse que « quelqu'un d'autre s'en chargera ». Comme Min l'a dit, le silence n'est pas innocent, il est complice. L'histoire révèle également la laideur du préjugé systémique, incarné par Karen et toléré par une compagnie qui a ignoré ses agissements pendant des années. En France, où les débats sur l'inclusion et la diversité sont brûlants, cette révélation nous pousse à examiner nos propres biais. Avons-nous déjà jugé quelqu'un sur son apparence, son accent ou son origine? Avons-nous fermé les yeux sur des comportements discriminatoires par commodité? L'audit ordonné par l'Intran nous inspire à exiger plus de transparence et de responsabilité, que ce soit dans nos entreprises, nos écoles ou nos institutions. Appliquer cette leçon, c'est s'engager à éduquer, à écouter et à corriger nos préjugés, même ceux que nous ne voyons pas. Enfin, le courage de Min, soutenu par la force de sa mère Lynn, nous enseigne l'importance de l'héritage familial et de l'éducation. Dans la culture française, la transmission des valeurs est sacrée, et Lynn a doté Min d'une arme invisible, la confiance en sa propre valeur. Cela nous rappelle que nos actions, nos paroles et nos silences façonnent la prochaine génération. En élevant nos enfants, nos neveux ou nos élèves avec des principes de justice et de courage, nous leur donnons les outils pour changer le monde, comme Min l'a fait à seulement 16 ans. Cette histoire de Minh Tran n'est pas seulement un récit, c'est un cri du cœur pour la justice, un appel à ne plus jamais détourner le regard. Si le courage de Min vous a touché, si son combat vous inspire, alors agissez. Likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui éveillent les consciences, et laissez un commentaire avec les mots « Justice pour Min ». Ensemble, faisons entendre nos voix pour que plus personne ne soit envoyé à l'arrière, ni dans un avion, ni dans la vie. La justice commence par nous. Alors, qu'attendez-vous? Un scandale éclate à 30 000 pieds d'altitude. Une hôtesse de l'air gifle un adolescent asiatique en première classe et le chasse avec des insultes racistes, mais un seul appel discret à sa mère, une mania de l'aviation, cloue l'avion au sol, déclenchant une tempête de justice. À bord du vol 789, l'élégance feutrée de la cabine de première classe dissimule une tension palpable, prête à exploser. Minh Tran, un adolescent asiatique de 16 ans, entre dans cet espace luxueux, un billet valide à la main, mais son arrivée déclenche des regards furtifs et des murmures étouffés. L'hôtesse en chef, Karen Reynolds, une femme au port altier et au sourire glacial, le toise avec un mépris à peine voilé. Ce qui suit est une injustice si choquante qu'elle vous fera bouillir de rage. Une gifle, des insultes racistes et une humiliation publique orchestrée sous les yeux d'une cabine silencieuse. Min, calme mais déterminée, envoie un message à sa mère, Linh Tran, actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne. En quelques minutes, le vol est immobilisé et la vérité commence à éclater. Si cette histoire vous révolte, likez et commentez. Justice pour Min. Dans les commentaires, pour exiger que de telles injustices cessent. Partagez votre indignation et faisons entendre nos voix. La cabine de première classe du vol 749 respire le luxe raffiné, digne d'un salon privé dans un hôtel parisien. Les sièges en cuir ivoire, les verres de cristal délicatement posés sur les tablettes en acajou, et la lumière tamisée des lampes individuelles crée une atmosphère d'exclusivité réservée à une élite triée sur le volet. Les passagers, habillés de costumes impeccables ou de robes en soie, feuillettent des magazines de mode ou taponnent sur leurs tablettes avec une nonchalance étudiée.
Une femme d'âge mûr, parée d'un collier de perles, ajuste ses lunettes de designer pour mieux observer son voisin. Un homme d'affaires en costume gris anthracite qui sirote un cognac hors d'âge. Pourtant, sous cette façade de sophistication, une tension sourde flotte dans l'air, comme une note discordante dans une symphonie bien orchestrée. C'est dans ce décor que Minh Tran, 16 ans, fait son entrée, un sac à dos léger sur l'épaule et un livre de poésie de Baudelaire serré contre sa poitrine. Ses cheveux noirs, soigneusement coiffés, encadrent un visage aux traits fins, et ses yeux sombres brillent d'une intelligence tranquille. Il porte un sweat à capuche bleu marine, un jean ajusté et des baskets blanches immaculées. Rien meilleures offres pour baskets blanches immaculées dans Footwear, autour de son cou pend un casque audio discret, et dans sa main, un billet de première classe payé au prix fort, sans promotion ni faveur. Minh avance avec assurance, ses pas mesurés, son regard droit, comme s'il était habitué à pénétrer des espaces où l'on présume qu'il n'a pas sa place. Mais dès qu'il pose le pied dans la cabine, les regards se tournent vers lui. Un homme d'affaires bedonnant, Monsieur Dupont, le dévisage avec un rictus moqueur, ses lèvres pincées en un sourire narquois. Une femme en tailleur Chanel fronce les sourcils, son regard glissant sur Minh comme s'il était une tache sur le tapis immaculé. Personne ne dit rien, mais l'hostilité silencieuse est palpable, une condamnation muette qui pèse sur les épaules du jeune garçon. Minh pourtant ne flanche pas. Il a grandi avec ses regards, ses jugements instantanés basés sur la couleur de sa peau, son accent léger, ses origines. À l'école, les professeurs l'ignoraient même lorsqu'il levait la main. Dans la rue, les passants serraient leur sac plus fort en le croisant. Il a appris à ne pas réagir, à ne pas donner à ses détracteurs la satisfaction d'une réponse. Il sait que sa simple présence, celle d'un adolescent asiatique intelligent et discret, est perçue comme une menace par ceux qui croient que certains espaces leur sont réservés. Minh se dirige vers le siège 3B, près du hublot, où il pourra contempler les nuages et trouver un peu de répit dans le silence. Ce n'est pas le luxe qui l'attire, mais la solitude que ce siège promet. Il ouvre le compartiment à bagages, y range son sac avec soin, puis s'assoit. Il ne boucle pas immédiatement sa ceinture, ne sort pas son téléphone, ne branche pas ses écouteurs. À la place, il ouvre son recueil de Baudelaire, Les fleurs du mal, et reprend sa lecture là où il s'était arrêté. À 16 ans, Minh a déjà compris une vérité amère. Dans bien des lieux, sa présence est considérée comme une erreur, même lorsqu'il en a le droit légal. Il a appris à vivre dans l'invisibilité, à se fondre dans le décor pour éviter les ennuis. Autour de lui, la cabine bourdonne doucement. Un homme d'âge mûr demande à une hôtesse quel champagne est servi. Un jeune couple murmure à propos de leur destination de vacances, une île privée aux Maldives. Personne ne semble plus prêter attention au garçon près du hublot, ou du moins il feigne de l'ignorer. Mais un regard se distingue, acéré, impitoyable. Depuis l'allée reliant la première classe à l'économie, une femme s'avance, élancée, ses cheveux blonds tirés en un chignon parfait, son uniforme bleu marine impeccable. Karen Reynolds, hôtesse en chef, porte son badge comme une médaille. Karen Reynolds, responsable de cabine. Elle se déplace avec une autorité naturelle, son sourire mécanique réservé aux passagers qu'elle juge dignes. Elle salue d'un signe de tête une vieille dame en manteau de cachemire, adresse un mot aimable à un homme en costume Armani, mais lorsqu'elle aperçoit Minh, son expression change. Son sourire s'efface, ses yeux se plissent et elle s'arrête net. Son regard le jauge de la tête aux pieds, comme si elle cherchait une preuve de son illégitimité. Minh lève les yeux, croise son regard une fraction de seconde, puis baisse la tête pour reprendre sa lecture, feignant l'indifférence. Mais au fond de lui, il sent une boule se former dans sa gorge. Il sait que quelque chose va arriver. Il ignore jusqu'où cela ira, mais il pressent que ce moment marquera un tournant. Karen Reynolds, la quarantaine, est une vétérane de l'aviation. Avec 15 ans d'expérience, elle est connue pour sa rigueur, son respect des protocoles et sa capacité à former les nouvelles recrues avec une main de fer. Mais derrière cette façade professionnelle se cache une conviction qu'elle ne nomme jamais. Elle croit posséder un sixième sens, une intuition infaillible pour repérer ceux qui appartiennent à la première classe et ceux qui n'y ont pas leur place. Ce qu'elle appelle intuition n'est rien d'autre que du préjugé. Un filtre déformant à travers lequel elle juge les passagers en un instant.
Et Min, avec son sweat à capuche, ses baskets et son apparence asiatique, ne correspond pas à son image du passager idéal. Pour Karen, un adolescent asiatique voyageant seul en première classe est une anomalie, une erreur à corriger. Elle s'approche de son siège, ses talons claquant sur le sol avec une précision militaire. « Êtes-vous certain d'être au bon endroit ?» demande-t-elle, sa voix claire mais teintée d'un mépris à peine dissimulé. La question n'invite pas à une réponse. C'est un défi, une accusation voilée. Min relève les yeux. Un éclair de surprise traverse son regard, mais il reste calme. Il sort son billet plié de la poche de son sweat et le lui tend, les deux mains jointes, un geste de respect qu'il a appris de sa mère. Karen ne prend pas le billet avec délicatesse. Elle le saisit brusquement, comme si Min cachait une fraude. Elle examine le document, ses yeux bleus glacial s'étrécissant. « Première classe », lit-elle à voix haute, incrédule, comme si les mots imprimés étaient une insulte personnelle. « Oui, c'est exact », répond Min, sa voix douce mais ferme, son accent léger trahissant ses origines vietnamiennes. « Vous voyagez seul ?» poursuit-elle, son ton plus inquisiteur. « Oui, madame. » Cette réponse semble confirmer ses soupçons. Pas d'adulte pour l'accompagner, pas de figure d'autorité pour légitimer sa présence. Karen incline la tête, son visage se durcissant. « Je pense qu'il y a une erreur. Ce siège est réservé aux passagers de première classe. Votre billet a peut-être été mal attribué. Vous devez vous rendre en classe économique pendant que nous vérifions. » Min ne bouge pas. Il se penche légèrement en avant, son regard planté dans celui de Karen. « C'est un billet valide, avec mon nom, siège 3B. » Sa voix reste posée, mais une lueur de défi brille dans ses yeux. Karen fronce les sourcils, ses lèvres se pinçant. « Écoutez, je ne sais pas comment vous avez obtenu ce billet, mais vous perturbez l'organisation des places. Si vous ne coopérez pas, je devrais vous faire déplacer, conformément aux règles. » Le mot « règle » sonne comme une arme, un outil qu'elle brandit pour imposer son autorité. Mais ce n'est pas une simple vérification. Son regard sur Min est celui d'une femme qui a déjà rendu son verdict. Il ne mérite pas d'être ici. La tension dans la cabine monte d'un cran. Les passagers, jusque-là absorbés par leurs affaires, commencent à lever les yeux. Monsieur Dupont, l'homme d'affaires bedonnant assis au siège 2C, laisse échapper un ricanement moqueur. « Allez, petit, retourne d'où tu viens » lance-t-il, sa voix grasse résonnant dans la cabine. Quelques passagers étouffent un rire, d'autres détournent le regard, mal à l'aise mais silencieux. Karen, encouragée par cette approbation tacite, hausse le ton. « Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas votre place. Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. » Les mots « gens comme vous » claquent comme une insulte raciale, crue, brutale. Min tressaille, mais ne répond pas. Il pose son livre sur l'accoudoir, sa main s'approchant de son téléphone. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, Karen, dans un geste d'une violence inattendue, gifle sa main avec force. Le claquement résonne dans la cabine, un son sec et choquant. « Ne touchez à rien !» aboie-t-elle, arrachant le téléphone des mains de Min. « Maintenant, levez-vous et allez à l'arrière, immédiatement !» La cabine entière retient son souffle. Une jeune femme en robe de soie couvre sa bouche, choquée. Un homme âgé ajuste ses lunettes, feignant de ne rien voir. Monsieur Dupont éclate d'un rire gras, tapant sur son accoudoir. « Bien joué, ma chère, faut leur montrer qui commande !» crache-t-il, son ton venimeux. Une vieille dame, Madame Clara, assise au fond de la cabine, sort discrètement son téléphone et commence à filmer, ses mains tremblantes de colère contenue. Min, lui, ne crie pas. Il ne pleure pas. Il fixe Karen, ses yeux sombres brûlant d'une douleur silencieuse, mais aussi d'une détermination farouche. Il ramasse son sac, baisse sa capuche sur son front et se lève. Chaque pas qu'il fait vers l'arrière de l'avion est lourd, comme s'il portait le poids de tous les regards. Les passagers le suivent des yeux, certains avec curiosité, d'autres avec une gêne qu'ils n'osent exprimer. Personne ne parle. Personne n'intervient. Le silence est assourdissant, complice. Arrivé au dernier rang de la classe économique, Min s'assoit près d'un hublot minuscule, loin du confort de la première classe. Les sièges sont étroits, les accoudoirs usés, l'air saturé d'une odeur de désodorisant bon marché. Sa main lui brûle encore là où Karen l'a frappé. Il pose son téléphone sur ses genoux, ses doigts hésitant un instant,
Puis, il tape un message rapide, ses mots précis, dénués d'émotions apparentes. Elle m'a giflé et insulté. Elle m'a envoyé à l'arrière. Je suis au dernier rang. Il appuie sur « Envoyer », son regard se perdant dans les reflets du tarmac à travers le hublot. Il ne sait pas encore que ce message, aussi simple soit-il, vient de déclencher une tempête. Dans la cabine de première classe, Karen retourne à son poste, un sourire satisfait aux lèvres. Elle croit avoir rétabli l'ordre, préservé l'image sacro-sainte de son domaine. Pour elle, Min était une anomalie, un intrus à éliminer. Elle a déjà agi ainsi par le passé. Un passager déplacé pour une prétendue erreur de réservation. Une femme âgée chassée d'une rangée VIP pour un malentendu. Chaque fois, elle a imposé sa loi sans vérification, sans remords. Et personne n'a jamais osé la défier. Mais cette fois, elle a commis une erreur fatale. Elle a sous-estimé son adversaire. À des centaines de kilomètres, dans un bureau au sommet d'une tour de verre à Paris, Linh Tran, maire de Min et actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, reçoit le message de son fils. Elle pose son stylo Montblanc sur la table, ses doigts effleurant l'écran de son téléphone. Elle m'a giflé et insulté. Ces mots, froids et directs, lui serrent le cœur comme un étau. Linh n'est pas une femme d'émotions bruyantes. Son pouvoir, bâti à la force du poignet dans un monde dominé par les hommes, repose sur une autorité silencieuse, implacable. Elle ne crie pas, ne frappe pas du poing. Elle agit. Elle compose un numéro interne, un numéro que peu de personnes possèdent. Une voix féminine répond immédiatement. « Bonjour, Madame Tran. » Linh parle, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Vol 789, siège 3B. Un incident grave. Immobiliser l'avion. Je veux un rapport immédiat. » La communication s'achève en 10 secondes, mais à 10 000 mètres d'altitude, ces mots viennent de mettre en branle une machine que nul ne peut arrêter. Dans la cabine, l'atmosphère change subtilement. Les passagers échangent des regards, mal à l'aise. Le siège 3B, désormais vide, semble accuser leur silence. Monsieur Dupont, toujours hilar, lance une nouvelle pique. Il a dû voler ce billet, ce gamin. Son rire gras s'éteint quand une hôtesse junior, Sophie, passe près de lui, son regard chargé de reproches. Elle a vu la scène, entendu les insultes, et son cœur se serre à l'idée de ce que Min endure. À l'arrière, Min reste immobile, son regard fixé sur l'extérieur. Il ne pleure pas, ne tremble pas, mais ses yeux captent chaque détail. Les visages détournés, les murmures étouffés, le mépris déguisé en indifférence. Il sait que ce silence est plus cruel que la gifle elle-même. Madame Clara, la vieille dame, envoie discrètement sa vidéo à une amie journaliste accompagnée d'un message. C'est inacceptable. Il faut que le monde voie ça. Elle ignore que dans quelques heures, cette vidéo embrasera les réseaux sociaux, transformant le vol 749 en un symbole de révolte. Soudain, une annonce retentit dans l'interphone. La voix du commandant Pierre Leclerc est grave, inhabituellement tendue. Mesdames et messieurs, en raison d'un problème technique, le décollage est retardé. Veuillez rester assis. Les passagers s'agitent, agacés. Monsieur Dupont grogne, tapant sur son accoudoir. Encore un retard. C'est à cause de ce gosse, je parie. Karen, dans la cuisine de bord, fronce les sourcils. Un pressentiment l'envahit, mais elle le repousse. Elle ajuste son rouge à lèvres dans un petit miroir, convaincue que tout est sous contrôle. Elle ne sait pas encore que son monde est sur le point de s'écrouler. Dans le cockpit, le commandant Leclerc reçoit un ordre direct du siège de la compagnie. Immobiliser le vol 789. Priorité absolue. Incident en siège 3B. Il soupire, son expérience de 30 ans ne l'ayant pas préparé à cela. Il appelle Karen via l'interphone. « Mademoiselle Reynolds, au cockpit, immédiatement. » Karen sent une pointe d'inquiétude, mais se reprend. Ce n'est qu'une formalité, pense-t-elle. Elle lisse son uniforme, redresse les épaules et marche vers le cockpit, ignorant qu'elle s'avance vers sa propre chute. À l'arrière, Min serre son téléphone, ses doigts crispés. La douleur de la gifle s'estompe, mais les mots de Karen, « gens comme vous », résonnent encore. Il repense à sa mère, à son enseignement. « Ne crie pas, Min. Parle, et fais en sorte qu'il t'écoute. » Il ne sait pas que, dans quelques instants, le monde entier l'écoutera.
La cabine reste figée, les passagers suspendus dans un silence coupable. Madame Clara range son téléphone, un sourire déterminé sur les lèvres. Sophie, dans l'allée, croise le regard de Mine et lui offre un hochement de tête discret, un signe de solidarité muette. Monsieur Dupont, inconscient de la tempête qui s'annonce, continue de ricaner, mais son rire sonne faux, comme un écho dans une pièce vide. Et quelque part, à des kilomètres de là, Lintran pose son téléphone, ses yeux brûlants d'une colère contenue. Elle sait que ce n'est pas seulement l'honneur de son fils qui est en jeu, mais celui de tous ceux qui, comme lui, ont été jugés indignes pour leur apparence. Le vol 789 ne décollera pas. Pas encore. Pas avant que justice soit rendue. La cabine du vol 789, figée dans un silence oppressant, semblait attendre l'explosion d'une tempête que personne n'osait nommer. À l'arrière, Mintran, relégué au dernier rang de la classe économique, fixait le hublot, ses doigts serrant toujours son téléphone, où le message envoyé à sa mère, Lintran, actionnaire majoritaire de la compagnie aérienne, vibrait encore d'une puissance invisible. La gifle de Karen Reynolds, ses insultes racistes, les gens comme vous, et le rire gras de M. Dupont, l'homme d'affaires arrogant, résonnaient dans sa mémoire, alimentant une colère sourde mais contenue. Pourtant, Mine ne criait pas, ne pleurait pas. Ses yeux sombres, profonds comme un lac gelé, observaient le monde avec une clarté implacable. Il savait que le silence des passagers, leur complicité passive face à l'injustice, était une blessure plus profonde que la brûlure sur sa main. Mais ce silence, il le briserait. À l'avant, Karen, inconsciente du raz-de-marée qu'elle avait déclenché, sirotait un café dans la cuisine de bord, un sourire satisfait aux lèvres. Elle croyait avoir rétabli l'ordre, préservé la pureté de la première classe. Mais dans le cockpit, un appel vidéo s'affichait sur l'écran, et le visage de James Carter, PDG de la compagnie, apparut, froid comme une lame d'acier. Ce qui suivit transforma la cabine en un théâtre de justice, où l'arrogance de Karen s'effondra sous le poids de la vérité, où la vidéo de Madame Clara embrassa les réseaux sociaux, et où Mine, sans un mot, devint le miroir d'une société forcée de regarder ses propres failles. La rage monte, l'indignation explose. Et vous, oserez-vous rester silencieux face à une telle injustice? Dans le cockpit, le commandant Pierre Leclerc, les mâchoires serrées, fixait l'écran où James Carter, costume impeccable et regard perçant, semblait transpercer l'âme de quiconque osait croiser ses yeux. À ses côtés, Karen Reynolds entra, son assurance habituelle légèrement ébranlée par l'appel urgent. Elle lissa son uniforme, redressa les épaules, prête à défendre ce qu'elle considérait comme son devoir. Mais l'atmosphère dans le cockpit était étouffante, comme si l'air lui-même portait le poids d'un verdict imminent. « Hôtesse en chef Karen Reynolds ?» demanda Carter sans préambule, sa voix dépourvue de chaleur. « Oui, monsieur » répondit-elle, son ton professionnel masquant une pointe d'inquiétude. Carter ne perdit pas de temps. « Vous avez humilié un passager en siège 3B. Vous l'avez giflé, insulté avec des propos racistes et forcé à quitter la première classe sans vérifier son billet. Savez-vous de qui il s'agit? » Karen cligna des yeux, déstabilisée. « C'était un garçon. Je pensais qu'il était au mauvais endroit. » Carter la coupa, son ton aussi tranchant qu'un coup paierait. « Ce garçon est Mintran, fils de Lintran, actionnaire majoritaire de cette compagnie. Et vous, sans aucune preuve, avez décidé qu'un adolescent asiatique ne méritait pas son siège en première classe. » Le silence qui suivit était assourdissant. Karen sentit sa gorge se nouer, son nœud de cravate semblant l'étrangler. « Je ne savais pas, » balbutia-t-elle, ses mains tremblant légèrement. « Exactement, » rétorqua Carter, ses mots comme des flèches. « Vous ne saviez pas, mais vous avez agi comme si vous saviez tout. Vous avez jugé sur son apparence, son accent, sa jeunesse. Et à cause de vous, ce vol ne décollera pas tant que vous n'aurez pas présenté des excuses publiques à Mintran, devant tous les passagers, et ramené à son siège légitime. » Karen resta figée, ses lèvres entr'ouvertes, incapable de répondre. Le commandant Leclerc, jusque-là silencieux, ajouta d'une voix grave. « Si vous refusez, vous ne volerez plus jamais, ni sur ce vol, ni nulle part ailleurs. » Chaque mot pesait comme une sentence. Karen sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle tourna les talons, quittant le cockpit, chaque pas résonnant comme un glas. Elle ne voyait plus la cabine comme son royaume, mais comme un tribunal où elle était désormais l'accusée.
Dans la cabine, les passagers sentaient que quelque chose d'inhabituel se tramait. Les murmures s'intensifiaient, les regards se tournaient vers le siège 3B, vide, accusateur. Monsieur Dupont, toujours aussi suffisant, lança à la cantonade. Tout ce cirque pour un gamin qui n'avait rien à faire ici. Son ton méprisant fit tressaillir Sophie, la jeune hôtesse qui passait dans l'allée. Elle serra les poings, retenant l'envie de lui répondre. À l'arrière, Min restait immobile, son regard fixé sur le tarmac. Il repensait aux mots de sa mère. « Ne te batte pas avec colère, Min. Batte-toi avec vérité. » Il ignorait que, à cet instant, la vidéo tournée par Madame Clara, la vieille dame indignée, était déjà en ligne, partagée sur Twitter avec le hashtag Justice pour Min. Les images étaient crues. Karen giflant la main de Man, son cri. Les gens comme vous n'ont rien à faire ici. Et le rire odieux de Monsieur Dupont en fond sonore. En 10 minutes, la vidéo avait atteint 15 000 vues. Les commentaires explosaient. C'est une honte. Où est la justice? Cette femme doit être virée. Mais ce qui choquait le plus, c'était le silence des autres passagers, leur inaction face à l'humiliation d'un adolescent. Karen, de retour dans la cuisine de bord, tentait de reprendre contenance. Elle ajusta son chignon, ses mains tremblantes, trahissant son trouble. Elle ne pouvait pas s'excuser, pas publiquement, pas devant ses passagers qu'elle avait toujours dominés. Mais l'ordre de Carter était clair, et son avenir dans l'aviation en dépendait. Elle prit une profonde inspiration et s'avança dans l'allée de la classe économique, ses talons claquant comme des coups de marteau. Les passagers levèrent les yeux, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance. Lorsqu'elle atteignit le dernier rang, elle s'arrêta devant Min. « Min Tran », dit-elle, sa voix vacillante, dépourvue de son autorité habituelle. Min ne répondit pas immédiatement. Il tourna lentement la tête, ses yeux le transperçant avec une intensité qui la fit reculer d'un pas. « Je veux m'excuser pour le malentendu », commença-t-elle. Ses mots sonnant creux, mécaniques. J'ai peut-être mal jugé la situation. Min la fixa, son regard aussi affûté qu'une lame. Mal jugé? Répéta-t-il, sa voix calme mais d'une clarté qui résonna dans la cabine. Vous ne m'avez pas jugé pour mon billet, vous m'avez jugé pour mon visage, pour mon accent, vous m'avez giflé et insulté devant tout le monde. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Les mots de Min, prononcés sans colère mais avec une vérité brute, firent l'effet d'une bombe. Les passagers proches se tournèrent, stupéfaits. Une jeune femme en tailleur, qui avait détourné le regard lors de l'incident, rougit de honte. Un adolescent, Liam, assis quelques rangs devant, ricana nerveusement, mais sa sœur aînée, Emma, lui lança un regard furieux. « Tais-toi, Liam, tu ne comprends rien !» siffla-t-elle. Karen, désarçonnée, tenta de reprendre la parole. « J'ai mal vérifié le billet. Je pensais à un problème de réservation. » Min l'interrompit, implacable. « Vous n'avez vérifié aucun autre billet, seulement le mien. Pourquoi? Parce que je ne corresponds pas à votre idée d'un passager de première classe? » La cabine entière sembla retenir son souffle. Le silence était si épais qu'on aurait pu le trancher. Karen ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses joues s'empourprèrent, son assurance s'effritant comme du sable sous une vague. Min se leva, grand, calme, son sac à dos sur l'épaule. « Je retourne à mon siège, » dit-il, sa voix résonnant comme un verdict. « Pas parce que vous me le demandez, mais parce que c'est ma place, payée et légitime. » Il avança dans l'allée, Karen le suivant à contre-cœur, ses pas lourds contrastant avec la démarche assurée de Min. Chaque regard suivait le garçon, non plus avec curiosité ou mépris, mais avec une prise de conscience brutale. Sophie, l'hôtesse junior, croisa les yeux de Min et lui adressa un sourire discret, chargé de respect. Madame Clara, toujours assise, serra son téléphone, satisfaite de voir sa vidéo commencer à faire des vagues. Mais Karen, incapable de contenir son orgueil blessé, murmura sous son souffle alors qu'ils approchaient de la première classe. « Tu crois que ça change quelque chose, gamin? » Ces mots, à peine audibles, furent captés par Sophie, qui se tenait près de la cuisine. La jeune hôtesse, jusqu'alors silencieuse, explosa. « Comment osez-vous? » cria-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Vous l'avez humilié, insulté, et vous osez encore parler comme ça? Vous êtes une honte pour cet uniforme. » Les passagers sursautèrent, choqués par l'éclat de Sophie.
Monsieur Dupont, toujours prompt à semer la discorde, éclata de rire. « Oh, calme-toi, ma jolie, c'est juste un gosse qui fait des histoires. » Cette remarque fit bondir Emma, la sœur de Liam, qui se leva de son siège en classe économique. « Vous, taisez-vous, lança-t-elle à Dupont, ses yeux flamboyants. Vous avez ri quand il a été giflé, vous êtes aussi coupable qu'elle. » La cabine s'enflamma de murmures, certains passagers hochant la tête en signe d'approbation, d'autres baissant les yeux, rongés par la honte.